Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous, bienvenue dans votre émission Et si on parlait sport, et une émission aujourd'hui consacrée au football et plus exactement, on va s'intéresser à la VAR, au cœur de la VAR. On va aller voir ce qui se passe pour cette nouvelle technologie dans le football et comment se déroulent les choses. Et bien pour cela, nous avons invité un ancien arbitre qui est avec nous. On a le plaisir de l'accueillir. C'est Abdelzak Hlalchi. Merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue à vous sur le plateau de Et si on parlait sport. Bonsoir Monsieur Mdali, je suis très honoré par cette invitation et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce plateau spécialisé. Merci en tout cas, et avec moi mon collègue, mon très cher collègue Riyad Belkhadim qui sera là pour nous éclairer également. Lui s'est intéressé de très près à cette nouvelle technologie qui est bien sûr la VAR, et on va aller dans le détail avec vous Riyad Belkhadim. Merci d'être là. Bonsoir, merci de m'accueillir sur votre plateau. Éclairer, c'est un bien grand mot. Attention, on est filmé, c'est vraiment la thématique du jour. Il y a pas mal de projecteurs. C'est la vidéo et les actions sont filmées. Je suis très heureux également de me retrouver avec M. Hlalchi. J'ai bien aimé ça me rappelle les arbitres de rugby qui ont le micro sur eux et qu'on entend. Ça va peut-être arriver dans le football. On va en parler. On va parler. Dali, parce qu'ils interpellent tous les joueurs en leur disant monsieur, en appelant tous les joueurs monsieur. C'est une forme de respect. J'espère qu'on éclairera les téléspectateurs de Canal Algérie ce soir. Eh bien, c'est ce qu'on espère également. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va poser la première question à Abdelzak Hlalchi. La VAR est arrivée comme ça. À certains moments, c'était un peu controversé. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Vous, en tant qu'ancien arbitre, est-ce que vous pensez que la VAR est un atout pour l'arbitre? Elle l'aide ou alors est-ce qu'elle peut le gêner un peu dans son travail? Oui, au départ, tout le monde avait cette idée que la présence de la VAR, elle va en quelque sorte diminuer le charme du football. Mais avec le temps, on a constaté qu'aujourd'hui, la VAR, on est tous convaincus que aide l'arbitre, ça apporte une aide précieuse pour les arbitres. Dans quel sens ça apporte une aide? Bon, parce que vous savez, le football, c'est une discipline de pression. L'arbitre, chaque match les matchs, ça diffère, ça ne se ressemble pas. On voit des fois qu'à chaque match... Il y a des matchs faciles, il y a des matchs un peu plus exactement, mais toujours dans un match, on peut avoir des scénarios qu'on n'attend pas. Alors, ça baisse un peu la pression pour les arbitres. La VAR, c'est ça, ça touche, ou bien aujourd'hui, c'est le support pour les arbitres. Mais en même temps, ça peut aider, Riyad, parce que on a vu dans le passé, avant la VAR, il y avait des situations où les arbitres étaient accusés quelquefois à tort, souvent à tort. On disait « Ah, l'arbitre est contre nous, il ne nous aime pas, etc. » Ce genre de situation, avec la VAR, a tendance à disparaître. Alors, c'est une émission didactique, même pédagogique, ce soir, pour tous les amoureux du football, comme nous le sommes ici sur le plateau. On ne diffère pas des supporters qui nous regardent, on aime le football. Et l'arbitre est un acteur d'une rencontre comme les joueurs. On ne peut pas jouer au foot sans arbitre. Donc il faut l'aider au maximum. Et la question, c'est en même temps une affirmation et une question pour M. Hlalchi. Alors, en fait, ça peut aider et ça peut mettre la pression. Et je pense que le plus important, et ça c'est la clé, c'est de bien former les arbitres à utiliser la VAR à leur avantage. Leur faciliter leur travail de prise de décision, on va en parler. Et en même temps, ça leur met une pression parce que on a l'impression que les supporters, maintenant qu'ils sont habitués à la vidéo, l'arbitre n'a plus le droit à l'erreur. Ce qu'il ne voit pas, la vidéo le voit pour lui. Donc il doit faire des matchs sans faute. Et parfois, on a remarqué que même avec la vidéo, il y a parfois des erreurs. Vous parlez des supporters, mais également les acteurs, les joueurs.
Les équipes, les protagonistes. Il y a oui. moins de contestation parce que quand vous prouvez par l'image qu'il y a ou il n'y a pas faute, il y a ou il n'y a pas hors-jeu, les joueurs ne peuvent plus rien dire comme avant. Oui, d'ailleurs au départ, lorsque la Coupe du Monde 2018, là où la première fois où En Russie, en Russie, la première fois où la VAR A été appliqué. a été appliqué officiellement parce qu'il y avait des tests bien avant Dans dans plusieurs des compétitions moins grandioses plus importantes que la Coupe du Monde. D'ailleurs, on a vu les premiers matchs du tournoi. Il y avait une réaction de la part des acteurs du football, les joueurs. À chaque fois, ils disaient à l'arbitre de faire le signe de voir la VAR. Après tout ça, ils ont fait une réunion en urgence pour arrêter ce comportement des joueurs par rapport à la technologie. Alors justement, ce comportement, il est le fruit de quelque chose, il est la conséquence plutôt de quelque chose. Parce qu'on n'a peut-être pas bien expliqué à tout le monde ce qu'est la VAR. Et tout à l'heure, Riyad a dit quelque chose de très juste. Nous avons essayé de faire une émission didactique, pédagogique, pour expliquer. Et justement, grâce à Riyad Belkhadim, je vous invite à suivre ce sujet qui explique en détail la VAR, comment elle s'applique et quand l'utiliser. Voilà, exactement. L'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage dans des matchs de football est basée sur plusieurs principes qui doivent s'appliquer lors de chacune de ces rencontres. L'arbitre peut bénéficier du soutien de l'assistance vidéo à l'arbitrage uniquement dans 4 catégories d'incidents ou de décisions susceptibles de changer le cours d'un match. Dans ces situations, l'assistance vidéo à l'arbitrage est utilisée uniquement après que l'arbitre ait déjà pris une décision. Un arbitre assistant vidéo est un officiel de match ayant un accès indépendant aux images du match et qui peut uniquement aider l'arbitre en cas d'erreur manifeste ou d'un incident grave ou un fait de jeu. 4 situations peuvent nécessiter la vidéo assistée. Premièrement, un but marqué ou non marqué. Deuxièmement, un penalty à siffler ou à ne pas siffler. Troisièmement, un carton rouge direct et non un second carton jaune, c'est-à-dire un cumul de cartons. Et enfin, quatrièmement, une identité erronée de joueur lorsque l'arbitre n'avertit pas ou n'exclut pas le bon joueur. L'arbitre doit toujours prendre une décision. Il ne peut choisir d'interrompre le jeu sans prendre au préalable de décision pour ensuite recourir à l'assistance vidéo pour prendre la décision. Le fait de laisser le jeu se poursuivre après une faute présumée est en soi une décision qui peut faire l'objet d'une analyse vidéo. La décision initiale prise par l'arbitre ne sera pas modifiée à moins que l'analyse vidéo n'indique clairement que la décision est une erreur manifeste. Seul l'arbitre peut initier une analyse vidéo. L'arbitre assistant ou autre officiel de match peut uniquement recommander une analyse à l'arbitre principal. La décision finale revient toujours à l'arbitre, qu'elle soit basée sur les informations fournies par l'arbitre assistant vidéo ou qu'elle soit consécutive à une analyse vidéo au bord du terrain effectuée par l'arbitre central. Le processus d'analyse n'est pas soumis à une limite de temps, étant donné que la précision est plus importante que la vitesse. Les joueurs et les officiels d'équipe ne peuvent entourer l'arbitre ni tenter d'influencer le recours à la vidéo, le processus d'analyse ou la décision finale. L'arbitre doit rester visible pendant toute la procédure d'analyse afin de garantir la transparence du processus. Si le jeu se poursuit après un incident qui est ensuite analysé à la vidéo, une éventuelle sanction disciplinaire prise ou requise durant cette période ne sera pas annulée, même si la décision consécutive à cet incident est modifiée, sauf dans le cas d'un carton jaune ou rouge infligé pour avoir annihilé une attaque prometteuse ou une occasion de but manifeste. Si le jeu a repris après avoir été arrêté, l'arbitre ne peut effectuer une analyse, sauf en cas d'identité erronée ou en cas d'infraction passible d'exclusion, tel qu'un comportement violent, crachat, morsure ou autre, propos ou acte blessant, grossier ou injurieux. La période de jeu précédant et faisant suite à un incident pouvant être analysée et déterminée par les lois du jeu et le protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage. Enfin, étant donné que l'arbitre assistant vidéo vérifie automatiquement chaque situation de décision, les entraîneurs ou les joueurs n'ont pas à demander une analyse.
Abdelzak Hlalchi, c'est clair, hein? Ah, là, Monsieur Riyad, il a tout expliqué. résumé, tout Je suis trop expliqué. vieux pour mettre un short et un t-shirt noir, mais l'arbitrage est un art du football méconnu et je vais vous laisser la parole. Je propose à tous les amoureux du football de s'intéresser aux lois du jeu. C'est très important. Abdelzak Hlalchi, maintenant, est-ce que les acteurs, les joueurs, d'abord les joueurs, parce que c'est eux les plus importants dans ce contexte, est-ce qu'ils sont tous mis au courant, au parfum, comme on dit, de tous ces détails qui concernent la VAR? Moi, je dirais que je ne pense pas qu'ils sont au courant. C'est ça le problème. Voilà, même les dirigeants, même ils sont bon, et ça peut être d'une manière générale. Avec le temps, apprennent ça. Mais est-ce que ils sont vraiment au courant comment ça se passe la VAR? C'est pour ça que Vous avez donné d'abord au départ, l'exemple des joueurs en Coupe du Monde, qui sont des joueurs de haut niveau, qui eux-mêmes, au début de l'utilisation de la VAR, ne comprenaient pas le mécanisme. Donc chez nous, c'est normal aussi qu'il faille un peu de temps, mais je pense qu'une saison, ça doit suffire pour que les joueurs apprennent. Pas seulement. Est-ce que vous pensez qu'il serait peut-être nécessaire de faire des séances avec les joueurs dans chaque club, avec les arbitres qui participent à des cours ou à des séances pour expliquer la VAR? on peut dire que ça c'est obligatoire parce que c'est les acteurs principaux. D'ailleurs, il y a des lois de jeu. Les lois de jeu, certes, l'arbitre applique les lois de jeu, mais les connaissances des lois de jeu, c'est pour tous les acteurs du football, que ce soit joueurs, entraîneurs, journalistes, tout ce monde doit connaître les lois du jeu. Voilà, on a l'impression qu'il y a que les arbitres qui les connaissent parce qu'ils doivent les appliquer. Alors vous me tendez la perche. Moi, j'avais posé une question à Riyad Belkhadim, lui qui commente régulièrement des matchs sur Canal Algérie. Alors, est-ce qu'un commentateur est quelquefois gêné par la VAR? Parce que des fois, le commentateur va plus vite que la musique, comme on dit, et il dit, par exemple, d'après moi, il y a pénalty, alors qu'après vérification, l'arbitre, lui, n'accorde pas le pénalty. Est-ce que ça gêne le commentateur? Écoutez, je vais être franc. Parce qu'il faut s'adapter Commenter également. un match, il faut tout voir. Et il faut le voir en instantané. Il faut tout voir au moment où les choses se passent. Il faut tout décrire. Et quand il arrive un litige, parfois, il y a même des images qu'on ne voit pas. Par exemple, il y a parfois des actions qui se passent qui sont loin du ballon. Et là, par exemple, les assistants du VAR, et on va y revenir, parlent à l'arbitre. On va dire qu'il y a une petite bagarre entre deux joueurs, un accrochage loin du ballon, alors que nous, on est concentré sur le jeu. Ça peut arriver. Parfois, on peut se tromper sur une analyse. On peut se tromper alors que nous ne sommes pas arbitres et alors que nous avons plus de moyens que l'arbitre à ce moment-là de l'action. J'ai commenté des matchs à la télévision et à la radio au moment où M. Hlalchi arbitrait. D'ailleurs, on s'est rappelé un mémorable souvenir du côté de Ain Baïda il y a quelques années. Sur l'instant T, l'arbitre, qui doit être chevronné, très bon physiquement, courir, suivre l'action, regarder le ballon, et parfois il est gêné par l'angle, par un joueur, il ne voit pas tout. Alors que nous, quand on commente, on voit le stade en grand et on a un écran de contrôle. Et on a un réalisateur avec plusieurs caméras, donc on a une meilleure visibilité que lui, et même avec ça, on doit faire très attention à ne pas être affirmatif. À ne pas se tromper. À ne pas être affirmatif, parce qu'on peut se tromper. Oui. Et il a raison. Hlalchi, il a raison. Les journalistes qui commentent doivent connaître les lois du jeu. On doit savoir quand est-ce qu'il y a une main, quand est-ce qu'il y a un penalty. Oui, mais ça, indépendamment de tout ça. Moi, je parle dans le feu de l'action. Vous savez qu'un commentateur, c'est comme un joueur. Il est dans l'action. Il est dans l'action. Et quelquefois, il est dans la réaction, mais la fausse réaction. Parce qu'il dit tout de suite, il veut aller plus vite que l'arbitre. Alors, on peut le dire. Et, écoutez, on va être franc, comme les arbitres peuvent tromper, les commentateurs aussi. Moi, par exemple, je suis en pleine dans l'action. Le joueur rentre dans la surface de réparation. Il est en pleine vitesse et puis il se fait faucher, je ne sais pas si il est tombé tout seul. Alors je dis penalty. Après je reviens et en disant on va voir s'il y a faute et on va voir ce qu'a dit le penalty et on va voir le ralenti. Et là, au ralenti, c'est plus facile, bien évidemment. Et là, vous êtes justement comme l'arbitre. Mais l'arbitre, aujourd'hui, pour ce qui est de la VAR,
quand il y a une action où on a l'impression que c'est un penalty. Hein. L'arbitre, généralement, il désigne tout de suite le point de penalty. Mais après, il revient avec la VAR et il prend une décision contraire. Ça veut dire que vous êtes avec lui pratiquement, avec l'arbitre. Alors, c'est compliqué. Là, en posant la question, j'ai une action en tête. Je ne sais pas si M. Hlalchi se souvient de cette action. Ça n'a rien à voir avec le championnat national, mais c'est un grand match de football. C'est une demi-finale de Coupe d'Europe entre Barcelone et l'Inter de Milan. À un moment donné, il y a un tacle glissé dans la surface de réparation où, dans l'esprit du jeu, voilà pourquoi c'est compliqué d'arbitrer dans l'esprit et d'arbitrer avec la vidéo. Ça, c'est des débats philosophiques, on va dire, du football. Parce qu'au départ, le football, c'était un sport à l'échelle humaine, c'est-à-dire à l'échelle de l'homme, le regard de l'arbitre. Alors, il veut tacler le ballon et il s'emmène la chaussure de l'attaquant. De l'attaquant. Et le ballon, il prend la direction du tacle, c'est-à-dire il est dévié de l'action. L'arbitre a donné pénalty, si vous vous en souvenez, mais certains, comme Arsène Wenger, par exemple, qui est au niveau de la FIFA, avaient dit « Moi, je ne l'aurais pas sifflé ce pénalty parce que dans l'esprit, il ne voulait pas faire faute. » Oui, mais, ça, c'est compliqué. oui, mais là, d'ailleurs, Abdelrazak Hlalchi va certainement le confirmer. Là, ça existait déjà avant la VAR. Il y avait l'esprit et la lettre dans l'arbitrage. Exactement. Et c'était très important, l'esprit et la lettre. Alors, est-ce que la vidéo a tué ce principe de l'esprit et de la lettre? Non, parce qu'il y a d'autres choses. L'arbitre prend des décisions, c'est par rapport aux textes de la loi et aussi des considérations des thèmes principaux de l'esprit du jeu. Voilà. Parce que les thèmes principaux, c'est les thèmes que l'arbitre, comment dirais-je, à chaque fois on les, dans un terrain de football, il y a les fautes de main, il y a les challenges, disputes de la balle, les enjeux, les fautes tactiques, voilà. Ça, c'est des thèmes principaux. Il y a des considérations. L'arbitre prend des décisions, c'est par rapport à toutes ces considérations. Là, il a dit concernant s'il y a un tacle, lorsqu'il y a un tacle, il y a le contact. Là, l'arbitre voit qui a joué au premier le ballon. C'est vrai, on commande aux arbitres. Le premier point dans la liste des considérations, c'est de comprendre le football, la compréhension du football. C'est très important aujourd'hui. Aujourd'hui, pour un arbitre, il doit vraiment comprendre le football, comprendre le comportement des joueurs c'est un avantage pour lui de prendre la bonne décision. C'est-à-dire qu'il doit percevoir l'intention du joueur. Exactement. Voilà. Si un joueur touche le ballon avant que le contact avec l'adversaire, ça, c'est clair, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il va chercher le ballon et le joueur met le pied juste avant. S'il n'y a pas un mouvement additionnel. Là, s'il y a un mouvement additionnel, tout va changer. Ça veut dire qu'il joue le ballon, mais en même temps, il fauche le joueur. Voilà. Il joue le ballon en premier et en même temps, il fait un geste additionnel. Mais cette appréciation de l'arbitre qui connaît parfaitement le football, et surtout, ce que vous êtes en train de dire, M. Hlalchi, c'est que ça va très vite dans le cerveau, parce que ça va aussi vite que l'action. Parce que l'arbitre, il n'a pas le temps de dire, attendez, je vais réfléchir si je vais prendre cette décision ou pas. C'est tout de suite la décision qui doit tomber. Et c'est là la différence entre un arbitre moyen, un bon arbitre et un très grand arbitre. Et c'est pour ça que la VAR est arrivée. Voilà. Parce que ça va très vite. Voilà. Ça travaille pour l'arbitre. Pour devenir à cette il faut du kilométrage. Il faut avoir des matchs, il faut enchaîner les matchs pour avoir tout ce réflexe dans une situation complexe. D'après vous, pourquoi, je reviens un peu à ce qu'on avait dit au départ, pourquoi il y a eu des techniciens, même des joueurs, des dirigeants qui étaient contre la VAR et disaient que ça va tuer ça va déshumaniser le football, l'arbitre, mais pourtant la dernière décision dans la VAR revient à l'arbitre. Ça reste humain. Exactement. D'ailleurs, même soit les arbitres ou bien c'est des êtres humains qui manipulent la machine. La machine, exactement. Là, c'est des spécialistes sur la matière, que ce soit des arbitres ou bien des techniciens.
Alors, ça c'est vrai. Tout le monde a dit ça, mais les contestations. Vous savez une chose, que les lois du jeu et les règles de football, c'est les moins complexes par rapport aux autres disciplines, mais c'est les plus contestés. Oui. Peut-être c'est ça qui est pas. Peut-être que c'est ça. Vous avez raison parce que le football est un sport tellement démocratisé dans le monde et tellement aimé parce qu'il est simple. Il y a des sports tellement compliqués que des diffuseurs télé ont des problèmes pour les diffuser parce que les gens ne comprennent pas les règles. Le football, c'est assez simple en réalité. Exactement. C'est pour ça que tout le monde parle du football, critique les arbitres, critique les choix des entraîneurs, critique les joueurs. Parce que tout le monde est entraîneur et tout le monde est arbitre. Mais peut-être c'est ça qui fait le charme du football. Mais même, je m'excuse, même avec la VAR, on voit quelques contestations et même des polémiques. J'allais y venir. Justement, on voit souvent, surtout dans notre championnat, il faut le dire, parce qu'il n'y a pas encore cette prise de conscience des dirigeants de bien expliquer aux joueurs ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire sur le terrain lorsque l'arbitre prend une décision. On voit un arbitre au moment où il va vers l'écran pour voir et tout le monde qui l'entoure, les gens qui viennent essayer de lui parler, de lui dire non, il n'y a pas faute, non, il n'y a pas pénalty, non, il n'y a pas hors-jeu. Alors il est strictement interdit de suivre l'arbitre lorsqu'il il va faire l'analyse vidéo sur la zone de visionnage. Parce qu'il y a la salle de visionnage et il y a la zone. La zone, c'est appartient à l'arbitre. Tout à fait. Il doit être visible et seul. Pas autre personne. Alors, si un joueur suit l'arbitre à proximité, ou bien des dirigeants, ou bien de quoi que ce soit des joueurs de champ, ou bien des remplaçants, il peut avoir un carton. Automatiquement, le rouge. Le carton jaune. S'il persiste, c'est le rouge. Alors que c'est noir sur blanc, c'est la loi et Et pourtant, jusqu'à présent, ils sont indulgents, les arbitres. Hein. Ils ne font pas... Parce qu'ils sont pédagogues peut-être, ils laissent les temps... Non, il y a d'autres choses. Moi, je dirais que peut-être il y a un problème d'organisation. Parce que, vous avez d'ailleurs l'expérience... Oui. Il y a beaucoup de monde sur la main courante. Il y a beaucoup de monde. Là, il y a un problème. Bon, peut-être ça va régler, mais on doit régler ce problème d'organisation. On trouve des fois des personnes, des qui n'ont rien à faire là. Voilà. C'est pour ça qu'ils font tout ce monde devant la zone de visionnage. Ça complique la tâche de l'arbitre. Bien sûr. L'arbitre, sa tâche est d'arbitrer un match, pas le match sur le terrain. En plus, on voit M. Herbel là, il faut se mettre à sa place. Il y a une grosse pression, il y a une décision qui peut changer le cours d'un match. Exactement. Il y a la pression des supporters, il y a sa concentration à lui pour qu'il prenne la bonne décision, parce que comme l'a dit Redouane Bendali, et comme vous l'avez dit, même s'il y a une technologie vidéo, ça reste une décision humaine. C'est juste que la vidéo nous aide à voir ce qu'on n'a pas pu voir à l'œil nu, mais c'est des choses réelles sur lesquelles on se base pour prendre une décision. Mais la question, juste pour enchaîner, le sujet qu'on a vu passer tout à l'heure sur les quatre cas de la VAR, est-ce qu'il y a des précisions à rajouter sur ce qu'on a dit, notamment sur les décisions à prendre? Exactement. Quand on parle de l'identification erronée, c'est simple. Est-ce que l'arbitre a fait une erreur sur tel ou tel joueur? Et comment ça se passe? La VAR l'appelle et lui dit, monsieur l'arbitre, vous êtes trompé, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Exactement. Oui, sur l'identité du joueur. L'identité du joueur, que ce soit à l'expulsion ou bien à l'avertissement. Ça, c'est clair. Pour les cartons rouges direct, il y a deux points. Il y a sur le volet technique et autre question de comportemental des joueurs. Carton rouge direct. On peut dire que technique, c'est annuler une occasion de but manifeste. Vous savez que ça passe trop vite, le dernier défenseur... ça, c'est un choix difficile. Voilà. L'arbitre, il doit décider est-ce qu'il est dernier défenseur Exactement. ou pas. Est-ce qu'il y a la localisation des joueurs? Est-ce que les défenseurs peuvent récupérer la balle ou bien non? Ça, c'est difficile un peu pour l'arbitre. Ça, c'est l'intervention de la VAR pour... Il y a un exemple très clair que moi, je vais vous donner parce que j'ai commenté le match. JSK, CRB, au stade de Tizi Ouzou, il y a quelques semaines, quinzaine de jours, Mahious se fait expulser après visionnage de la VAR. Il va tacler le talon d'Achille, le tendon de Mokaddem, je crois, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire.
et l'arbitre ne l'a pas vu. Je crois qu'il donne jaune. Il donne jaune pour la faute parce qu'il est tombé Mokhadem sans plus. Mais il n'a pas réalisé la dangerosité. Ça arrive souvent hein, dans beaucoup de matchs. On Voilà. a vu, il y a beaucoup de matchs où l'arbitre annule le jaune et C'est il tire pour le rectifier rouge. la couleur Voilà. du carton. Là, le carton rouge ou bien le carton jaune, on se base beaucoup plus sur l'intensité, la vitesse et la force. Et la dangerosité On a physique. deux physiques, exactement. S'il y a la jambe tendue, automatiquement il y a la Il y a vitesse. une Il y a une tension. force. Il y a une Et force. puissance, voilà. Il y a, voilà, une puissance. C'est ça qui fait la différence. Si la jambe était fléchie, là c'est moins de. C'est amorti. C'est amorti. C'est ça qui fait la différence entre l'intensité de l'acte ou bien il est moins l'intensité moyenne ou Et bien, là, comment ou ça bien se passe intense. Et là, comment ça se passe? L'arbitre sort jaune, c'est les assistants à la vidéo qui se rendent compte que ça méritait plus Exactement. et qu'ils appellent. c'est comme ça. Exactement. Voilà. Voilà. C'est- Alors, justement, aujourd'hui, la question aussi qu'il faut se poser, est-ce que la préparation des arbitres pour la VAR se fait de manière rationnelle, on va dire? Voilà. Là, peut-être parce que chez nous, c'est le moment. Et on voulait, il y avait une volonté pour. Parce qu'il faut, pardon, hein, Voilà. je vous coupe, il faut rappeler qu'on a seulement 2 arbitres qui ont le label VAR FIFA. Exactement. Qui ont d'ailleurs. Orbel et Ben Brahim. Voilà. Qui ont l'expérience d'ailleurs. Mais chez nous, on a fait un premier stage de formation en Égypte. C'était avant la saison, avant le début de saison, de la oui. saison. Et on a fait. Alors, pour préciser à nos amis téléspectateurs, avant le début de la saison, il y avait comment on appelle ça, deux camions de VAR en location. De VAR en location. À partir de janvier, la Il y fédération en a a quatre. acquis Acquis. ses propres Oui. 2 camions avec les équipes. C'est pas des. C'est des équipes c'est pas des locales, équipes sous-traitées, des c'est équipes des équipes algériennes. algériennes formées. Bon. Et d'ici, Inch'Allah, la saison prochaine, il y aura encore 2 autres cas, c'est-à-dire qu'on pourra en avoir 4. Attendez, il va Voilà. poursuivre Exactement. ce qu'il disait. Et après, on a mis un peu de temps. Peut-être c'est par rapport au programme de la FIFA ou parce que après il y avait un autre séminaire de formation sur l'égide FIFA. Il était plus important que le premier. Là, en principe, qu'on fait des formations continues sur la VAR pour avoir plus, même pour nos arbitres. Parce que vous savez une chose, que la plupart de la composante des arbitres de cette saison, la plupart c'est des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes Beaucoup de jeunes. On qui peut ont dire d'ailleurs de bonne de qualité. bonne hein. qualité technique. Alors, on peut dire qu'il y a un manque d'expérience. Il y a un manque d'expérience par rapport aux arbitres chevronnés. On a quand même des arbitres chevronnés qui ont cette expérience, mais des fois, ils travaillent en alternance. VAR et arbitre de terrain. Alors c'est là que le problème a été un peu. Il faut spécialiser, d'après vous? Non, spécialisé, c'est partout au monde, ils font les deux. Mais peut-être prochainement, ils vont spécialiser. Je voudrais juste également préciser à nos amis téléspectateurs qu'on a aussi des arbitres féminines à la VAR. Hein. Oui. Il y a l'assistante Asma Friel, parce Friel. qu'elle a un peu d'expérience même au niveau international. Ça, c'est bien. Mais c'est ça qui est bien. Il faut des formations continues. Ça ne suffit pas juste un séminaire au début de saison. Et Alors, il juste faut au combien début de la temps phase ou retour. combien d'heures de stage à la VAR pour pouvoir être opérationnel au départ? D'ailleurs, sur chaque domaine, il faut un volume d'horaire important pour tout assimiler. Il n'y a pas de limite exactement. fixe. Mais il n'y avait pas assez de temps pour donner cette occasion aux arbitres d'acquérir le maximum d'informations concernant la VAR. Alors, la VAR a été donc appliquée cette saison dans notre championnat. À partir du début de la saison. C'est une belle révolution quand même, il faut le dire. Oui, avec des moyens réduits au départ, mais qui sont en train d'être améliorés. Oui. Et d'ailleurs, la saison prochaine, je pense qu'on sera sur 8 sur 8 pour les matchs de championnat. Donc, on est allé aussi sur le terrain pour voir comment cette VAR fonctionne. Et notre journaliste Sid Ahmed Bouraïb, lui, nous a réalisé ce reportage sur le terrain.
Elle est apparue dans les stades et est désormais indispensable pour prendre les bonnes décisions. On parle là de la vidéo-assistance aux arbitres. Un outil essentiel pour éviter les injustices. La VAR, c'est tout un système. Il y a l'équipement technique où il y a des ingénieurs et des techniciens qui ont été formés. Il y a des replays opérateurs, il y a des techniciens garantis, il y a des RRA qui opèrent sur le terrain pour présenter les images pour l'arbitre. Et il y a aussi l'arbitre. Tout ça, c'est pour l'exploitant et l'utilisateur. L'utilisateur, c'est les arbitres. Il y a dans chaque camion VAR, il y a un arbitre directeur et un arbitre assistant. Et ce sont eux qui suivent tout ce qui se passe sur le terrain de la première minute à la dernière minute. Les joueurs et les staffs techniques sont ravis de cet apport car avec elle, c'est le meilleur qui gagne à coup sûr. C'est sûr que la VAR c'est important dans le football, surtout le football moderne. On a vu cette année la fédération et la Ligue nationale, ils ont exigé la VAR dans presque tous les matchs. C'est une bonne chose pour aider les arbitres à commettre moins d'erreurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'arbitre, c'est un être humain, il peut se tromper. C'est nouveau en Algérie. Cette année, on a commencé la VAR. Maintenant, c'est vrai, avant, on arrête trop, surtout quand une équipe, les moments forts de l'équipe, elle pousse. La VAR, de temps en temps, on reste 5 minutes, 6 minutes. Maintenant, ça va, avec la fin de saison, la VAR, elle devient bien quand ils ont utilisé beaucoup. Ça va, ils ont amélioré tout, c'est pas facile. Oui, c'est un plus pour le championnat, même pour enlever le niveau et tout, même pour une équipe, ils vont pas prendre leur gain et tout. Maintenant, on souhaite améliorer beaucoup plus, améliorer le VAR en Algérie, Inch'Allah. Bien sûr, باينه باللي تكون كاينه ديفيرونس. دوكا اللاعبين ياخذوا حذر تاعهم في منطقه الجزاء ولا في التدخلات العنيفه تاعهم. احنا ما يلزم علينا غير نعاونوا الحكام باش نزيدوا نطوروا في التحكيم في البطوله الجزائريه وان شاء الله تكمل كيما هكا ونشكروا كامل الحكام على المردود اللي راهم يقدموا فيه. Avant le début du match, on procède bien sûr à l'installation et aux essais. الحاجه الاولى اللي نديروها حنايا نستعلي الماتريال تاعنا في كل حاجه في البوست تاعها الالكتريسيتي تاعنا. ومن بعد الحاجه الثانيه نروحوا لا فيبر اوبتيك عندنا دو بواط، وحده بواط اوديو وحده بواط فيديو. فيريفيو قبل اللينك تاعنا اللي هو سينيال باللي راهو يلحق للكاميون دو فار، يلحق ليكرون ارارا. والحاجه الثالثه عندنا التيست تاع لي فوكيرو اللي نتستيوهم قبل ما نبلاسيوهم لي زاربيت باش يكون الكونتاكت اونتر لي زاربيت ولي كاميون دو فار يكون لاباس به. والحاجه الاخيره عندنا لا سينكرونيزاسيون تاع البالون في وسط التيران. هذه هي لي زيطا اللي كاينه عندنا تاع الحمد لله. كيما يقول لك الاتحاديه الجزائريه لكره القدم ساعات باش يكون الفار في الجزائر 100% جزائري، والحمد لله ان شاء الله ربي يوفقنا ورانا معاه. Pour la saison prochaine, l'objectif est que la VAR soit présente dans tous les matchs. Le grand projet, Inch'Allah, déjà il a débuté. Pour à votre connaissance, à connaissance de tout le public algérien, à partir de déjà il y a quelques semaines, on a commencé avec la VAR acquise par la Fédération algérienne de football via la FIFA. Et aujourd'hui, il y a le plus grand exemple. Il y a la VAR de la FAF qui est opérationnelle ici au stade Mandela. De même pour la VAR qui est à Tizi Ouzou, qui fait JSK. Et Inch'Allah, la saison prochaine, on arrivera à couvrir les 8 sur 8 des journées du championnat. Un début encourageant pour une VAR 100% algérienne. Voilà, on est allé un peu sur le terrain, c'est très instructif, hein, puisqu'on voit quand même qu'il y a de bonnes réactions, tout le monde est satisfait de la VAR, y compris les joueurs. On a vu ces joueurs du Parado qui d'ailleurs lancent un appel à aider les arbitres dans leurs tâches. Alors, pour revenir à la VAR, sur le plan technique,
Tout à l'heure, Riyad Belkhadim était en train de vous demander combien il faut de caméras, quel est le dispositif exact qu'il faut pour assurer la VAR. Exactement. Le dispositif, il y a deux dispositifs. Il y a le dispositif intégral. C'est un nombre illimité de caméras. Mais au moins 4 caméras. 4 et plus. Pas moins de 4. Pas moins de 4. Pas moins de 4. Le second, c'est entre 4 et 8. C'est le second qui est en train de se faire aussi en Algérie, c'est entre 4 et 8. Ça, c'est normal. D'ailleurs, la Coupe du Monde au Qatar, il y avait 42 caméras par oui, stade. Mais là, c'est un autre niveau. C'est le gigantisme. D'ailleurs, c'est pour ça que... Je pense que la VAR, vous pourrez me corriger, la VAR, par exemple, c'est un match qualification pour la Coupe du Monde, c'était le match de Blida. Je suis désolé si c'est un mauvais souvenir, mais c'est important d'en parler. Algérie-Cameroun, il y avait, je crois, plus de 13 caméras ce jour-là au stade. C'était suffisant pour... C'était le maximum. Oui. Parce qu'on peut travailler avec 8, on peut travailler avec 6 et on peut travailler avec 4. Oui, le problème de 6 ou 8, dans le positionnement des caméras, il y a des caméras derrière les buts, les caméras sur les lignes de... Il y a les caméras des hors-jeux, derrière les buts, et les deux larges. Exactement. On a vu la réaction de l'entraîneur du Parado, Zile Bilal, qui parlait de ça casse le jeu, il y a beaucoup d'arrêts de jeu, ça donne du temps additionnel, mais il faut passer par là. Quand il y a des doutes, quand il faut bien examiner l'action, c'est obligé aussi. Exactement. D'ailleurs, même le sujet qui a abordé M. Riyad, il a dit que concernant le temps, c'est vrai qu'il n'y a pas un temps limite. L'arbitre n'est pas limité par le temps. S'il a besoin de 15 minutes pour prendre une décision, il est prêt. Mais on travaille sur les réflexions rapides. Ça, c'est primordial. C'est pas toujours évident. Ça dépend de l'action. Exactement. Nous, peut-être, on parle par rapport aux autres pays, c'est rapide. Oui, mais on a vu, même en Europe, on a vu des temps additionnels qui vont jusqu'à 10 minutes. Exactement. En Coupe du Monde, ça allait jusqu'à 12 minutes. 12 minutes. Oui. Mais ça, des fois, on est à faire avec des situations complexes. On doit avoir plusieurs angles, plusieurs vitesses. Il faut bien sûr. Ça me permet de vous poser encore des questions. Moi, je suis curieux, donc je veux savoir. Parfois, on voit, comme la Arbel, on le voit en train de regarder et de parler, parce qu'il parle à ses deux assistants à la vidéo. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur demande leur avis, il leur demande de changer d'angle, de lui montrer une autre image, ou de donner leur avis pour qu'ils partagent les avis. Qu'est-ce qui se passe? Non, d'ailleurs... Il demande d'autres angles pour pour se faire une... Parce qu'on voit, quand on voit les images, parce que c'est filmé aussi, on voit qu'on lui montre un angle, après on lui montre un deuxième angle. Même une répétition parfois, l'aller-retour. Plus qu'on a un nombre important de caméras, plus qu'on a plus d'angles. D'angles choisis par l'équipe de la VAR de la salle de visionnage. Parce que c'est l'équipe de la VAR qui choisit les meilleurs angles avec les vitesses optimales pour que l'arbitre du show avoir les meilleurs angles, les plus clairs. Ça, c'est par rapport au nombre de caméras. Mais ça reste toujours 4 angles. Au moins, 4 angles, c'est suffisant pour modifier ou bien pour prendre la bonne décision. Je vais aller encore plus loin. Quand, par exemple, les deux arbitres assistants de la vidéo remarquent une anomalie et appellent l'arbitre, c'est qu'ils ont vu l'anomalie. Ils sont revenus sur une faute. Est-ce que, dans leur formation, les arbitres apprennent la manipulation vidéo ou alors ils ont un technicien qui leur est... assignés et qui les aident à faire des allers-retours, des zooms, des précisions, ou alors c'est eux qui manipulent eux-mêmes? Comment ça se passe? Exactement, il y a toute une équipe. L'arbitre assistant et son adjoint se concentrent sur les faits techniques de la rencontre, les faits de jeu de la rencontre. C'est tout à fait normal parce qu'ils sont des spécialistes en la matière. Il y a des techniciens qui aident l'arbitre sur
la manipulation de l'appareil, c'est tout à fait normal. Et ils travaillent en collaboration. On va imager, c'est-à-dire que l'arbitre il est là, il regarde et puis il n'est pas sûr. Il se retourne vers le technicien, il lui dit caméra 2, reviens derrière, donne-moi, zoom-moi. C'est comme ça, il pose des questions et l'autre lui donne l'image. Exactement, même lorsqu'il y a l'enchaînement des actions. Ça va être très rapide et très vite. Là, si l'arbitre assistant, il est en train de se concentrer sur un fait, c'est le deuxième qui prend le relais de... C'est un travail d'équipe. C'est pas ça, c'est quand même compliqué. C'est compliqué, bien sûr. Parce qu'ils ont la mission de ne rien rater. D'ailleurs, l'équipe de la VAR doit contrôler toutes les situations dans un match de football, dans la rencontre. Alors, messieurs, malheureusement, l'émission n'est pas... Elle devrait être plus longue, puisque On devrait avoir le même droit que les arbitres. Notre temps. Le débat est intéressant. On pourrait même avoir un temps additionnel aujourd'hui. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas, puisque on va aller vers un autre... Pas un autre sujet, puisqu'il concerne également la VAR. Très prochainement, la VAR va être enrichie peut-être par d'autres, on va dire, d'autres cas qui vont être appliqués. Et justement, on y a jeté un coup d'œil avec mon ami Riyad. Il y a 4 cas qui vont être peut-être ajoutés, pas peut-être, mais certainement à partir de l'été prochain. D'abord, il y en a un qui concerne le hors-jeu. Et le hors-jeu, ça a été un peu proposé, on va dire, par un ancien entraîneur bien connu qui est au niveau de la FIFA. D'ailleurs, il est au niveau de la direction technique. C'est Arsène Wenger qui demande à ce que, désormais, le hors-jeu sur la VAR doit être jugé seulement si le corps entier dépasse la ligne. Comme le ballon. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelzak Halalchi? Bon, concernant l'enjeu, on disait toujours dans la langue de l'arbitrage, s'il y a un doute, s'abstenir. D'ailleurs, l'équipe nationale a été victime de ce petit détail de la VAR, le petit talent de notre défenseur axial, Mendy, qui a fait lorsque le joueur de l'équipe nationale adverse qui a égalisé avec sa tête. Oui. Des fois, la chaussure est trop grande, il y a hors-jeu. Mais quand on dit la même ligne, la VAR a allé plus loin. Avant, la même ligne, c'est la même ligne. Si on est à la même ligne, on ne peut pas chercher... Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, on peut chercher le petit détail. Avec la VAR aujourd'hui, on cherche le petit détail qui fait la différence. Comment on calcule? C'est l'épaule? Comment on calcule? Non, oui, à partir d'épaule. À partir de l'épaule. À partir d'épaule. L'épaule et tous tout ce qui est en bas de l'épaule. Mais là, qu'est-ce que vous en pensez? Tout le corps doit dépasser. Il dit qu'il faut qu'il y ait tout le corps du joueur. Le joueur ne sera plus hors jeu s'il a le défenseur derrière lui. Voilà, ça, on revient à l'ancienne loi. À l'ancienne loi, s'il y a un doute, s'abstenir. Dès qu'on est sur la même ligne, c'est plus logique. Ça, c'est plus logique. Oui. Si on est sur la même ligne, on ne peut pas calculer au millimètre. Ça c'est plus logique que chercher les petits détails pour sanctionner le hors-jeu. Donc pour vous, c'est une bonne chose. Oui, pour moi, c'est une bonne chose. Et ça simplifie le travail de l'arbitre. Voilà, et on va voir plus de buts. Plus de buts. Ah oui, certainement, puisque... on parle toujours de l'avantage à l'attaque. Si vous voyez les statistiques, ça a annulé pas mal de buts. Cette histoire de chaussures, de nez, s'il y en a un qui a le nez plus long. Oui, c'est vrai. La deuxième modification qui va être apportée, c'est la règle, ce qu'on appelle la règle Challenger. C'est l'utilisation de la VAR qui permettrait aux entraîneurs de demander l'utilisation de la vidéo. Ça se fait un peu dans d'autres disciplines, en basketball, en rugby, en judo également. Alors, est-ce que... En judo, c'est assez pervers, parce qu'en judo, quand l'entraîneur demande de la vidéo pour vérifier s'il y a un point, ou il n'y a pas un point, ou il y a point ou pas, si jamais il se trompe, il perd le point. Il est sanctionné. Mais là, en football, un entraîneur qui demande l'utilisation de la VAR, vous trouvez que c'est bien ou pas? Bon, il n'y a pas grand-chose par rapport
l'arbitre assistant de la VAR qui fait appel à l'arbitre, mais n'a pas un nombre illimité de demandes. Ah oui, mais il faut que ça soit une fois. Une fois par mi-temps ou une fois par match. Je pense que ça gêne pas. Alors, il y a également la communication des arbitres. Et ça a commencé à se faire dans le championnat américain de football dernièrement. Je parlais de rugby tout à l'heure, parce que ça se fait dans le rugby. L'arbitre qui communique au public, via bien sûr un micro, c'est dans le haut-parleur du stade, il communique, il explique la décision qu'il vient de prendre. Ah, ça, c'est des profils. Il y a des arbitres qui communiquent et d'autres qui sont un peu réservés, qui sont un peu timides. Ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Mais comme pour choisir un instructeur ou là, il faut vraiment le profil. Ça. Moi, j'aime bien. Vous pensez que ça va être difficile de l'appliquer ici? Oui, parce qu'il y a des arbitres qui communiquent sur le terrain avec les joueurs, et on a d'autres qui ne communiquent pas. Il y en a qui sont un peu comment ils font, quand ils prennent une décision, comment ils font les arbitres pour parler? Exemple, moi, par exemple, je menace le carton, après je dis, Monsieur Bendali, la prochaine fois, je vous sors. Et là, il y a des arbitres, c'est comme ça qu'ils communiquent. Ils communiquent avec le joueur, mais tout le monde a entendu la communication qu'il a eue. Ça, c'est bien, mais c'est une nouvelle façon d'arbitrer. Moi, je dirais que c'est bien. C'est bien pour que soit les supporters ou bien les observateurs entendent l'arbitre comment il communique. Il explique la décision. Voilà. Mais en même temps, est-ce que cette technologie, c'est le cas pour les joueurs lorsqu'ils communiquent avec l'arbitre? Moi, je souris parce que je vous comprends. Déjà que le joueur devrait déjà commencer à apprendre à mettre la main sur la bouche pour parler, on le voit maintenant à travers le monde parce qu'on arrive à lire sur la bouche, mais maintenant, il faudra que dès le début du match, il faudra que tous les acteurs, arbitres et joueurs compris, et ça c'est important ce que je dis à Radouane Bendali, c'est qu'ils doivent prendre conscience qu'ils sont filmés et que maintenant, si la loi passe, ils sont entendus. C'est-à-dire que maintenant, ils sont dans un vrai spectacle, en plus d'être dans une compétition. Non, mais là le problème, c'est que quand l'arbitre va parler au public, parce que là, il parle au public, il va donner sa décision, il va l'expliquer. Ça peut être pas toujours bien accepté par le public. Le public peut commencer à siffler, et ça peut être également difficile à appliquer. D'ailleurs même, peut-être il y aura la mauvaise interprétation. Absolument. Ça a été testé, vous l'avez dit, Radouane, ça a été testé au JO 2024 et au mondial féminin. Oui. Même dans le championnat de la MLS aux États-Unis, en ce moment, ils le font. J'ai vu que des matchs justement dans ce championnat. MLS, Major League of Soccer. Soccer, oui, c'est ça. Mais ça travaille. C'est tout que toutes ces choses, ça travaille et on peut. Alors, il y a également l'utilisation du chronomètre. Alors, l'utilisation du chronomètre qui dit que comme dans le rugby, la FIFA voudrait mettre en place un chronomètre qui s'arrêterait en cas d'arrêt prolongé de la rencontre pour une situation litigieuse, grosse blessure, etc. L'objectif, c'est d'éviter les nombreux gains de temps dans le football et privilégier le temps de jeu. Mais ça, c'est pas ce que faisait l'arbitre normalement? Je me pose la question. L'arbitre, généralement, dès qu'il sort ses pronoms, il arrête le chronomètre. Non, mais pas dans tous les cas. Pas dans toutes les situations. N'arrête pas le chronomètre. Il n'arrête pas. Et pourquoi l'arbitre, quand on se plaint dans les prolongations, il fait... ça veut dire j'ai arrêté le temps. Ou alors je suis en train de comptabiliser. Il comptabilise, mais il n'arrête pas le chronomètre. L'arbitre n'arrête jamais le chronomètre. Personne ne peut arrêter le temps. Mais c'est le seul chronomètre. Mais avec la VAR, c'est le temps récupéré à la fin soit à la mi-temps ou bien en fin de la partie, c'est indiqué par l'équipe de la VAR aussi. C'est ça. C'est comptabilisé. Aujourd'hui, on travaille sur le volume, le temps de jeu réel, parce que même au niveau de ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que moi, je peux vous dire que je me suis amusé une fois, il y a quelque temps, avec un chronomètre, à compter le temps de jeu
J'ai arrêté mon chronomètre à chaque fois qu'il y a une balle qui sort, un coup franc. Vous avez mal au jeu pouce qui est- tellement ça s'est arrêté. Bah oui, mais, vous savez, je suis arrivé quelquefois à avoir 37 minutes de temps de jeu dans un match de 90 minutes. Hein. C'est effarant. Hein. Effarant. Et oui, mais c'est ça. Mais on peut pas arrêter le chronomètre à chaque fois. Sauf, et c'est bien indiqué, ils disent en cas d'une situation litigieuse ou d'une grosse Blessure qui prend trop de temps, mais 15 minutes d'arrêt ou 10 qui minutes arrête d'arrêt. le jeu. Donc à ce moment-là, bien sûr, l'arbitre doit arrêter son chronomètre. Et ça, c'est beaucoup plus pour le spectacle. Ça, c'est un droit pour le spectateur de voir 90 minutes de jeu. De jeu, de temps plein de jeu. De jeu. C'est pour ça qu'on travaille sur les... D'ailleurs, à chaque fois, la FIFA ou bien les FAB travaillent sur le temps perdu. Et moi, je vais arrêter mon chronomètre parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Vous allez nous expulser? Si vous permettez, non. Ça passait trop vite. Hein. En tout cas, merci Abdelrazak Haladchi. Franchement, vous avez été très précieux ce soir pour nous expliquer un peu ce qui se passe dans la VAR. Merci d'avoir été là. Alors, moi aussi, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion et une première avec vous, M. Bendali. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Avec Riyad sur plateau. Hein. On a travaillé sur le terrain, on l'a travaillé sur le terrain. Merci Riyad également d'avoir été Merci là à vous, ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission ici On Parlait Sport qui s'est intéressée à la VAR ce soir. Et excellente soirée à vous sur Canal Algérie.